pas très bons conducteurs. D'ailleurs, c'est de très bons isolants. Donc, c'est pour ça que dans les pays froids, on utilise le double vitrage, c'est-à-dire toilet, hein, donc les fenêtres, on utilise deux vitres, entre les deux une couche d'air, qui isolent très très bien. Les matériaux isolants, par exemple, les isolants, une conductivité thermique comprise entre 0,025 et 0,25. 0,025 et 0,25. Les matériaux isolants, je vais en citer quelques-uns, qui figurent sur le tableau que vous avez dans votre cours. Par exemple, je ne l'ai pas ici, attendez voir. Laine de verre. La laine de verre, regardez, sa conductivité est égale à 0,04. Donc la laine de verre, le polystyrène, avec le blanc, avec le liage, le polystyrène est un très bon isolant également. Donc pour les liquides, non métalliques, qui même main, etc. Donc de 8,5 jusqu'à 85. 8,5 jusqu'à 85. Par exemple, si vous avez une casserole avec le manche métallique, si vous la mettez sur le feu, le manche il est chaud. Vous ramenez une serviette, un torchon, vous le pliez en deux, en quatre, vous prenez la casserole, ça passe. Mais si le chiffon est mouillé, vous tournez la casserole, vous allez avoir chaud tout de suite. Pourquoi? Parce que l'eau conduit la chaleur mieux que le chiffon, qui est un isolant. Donc si je regarde par exemple le cuivre, les métaux, je vais écrire les métaux. Les métaux, vous avez, pour les métaux purs, de 20 jusqu'à 400. On peut même dépasser 400 pour les métaux nobles, comme l'or par exemple. Le cuivre, à titre d'exemple, il a une conductivité thermique autour de 390. Le béton, 0,92. Le verre, 1,2. L'acier inoxydable, 16. L'acier, c'est 46, à peu près autour de 46 watts par mètre degré Celsius. Voilà donc quelques valeurs pour la conductivité thermique qui intervient dans la loi de Fourier. On passe au paragraphe 3. Donc le paragraphe 3, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme la loi de Fourier, elle ne peut être utilisée que si on connaît la température. De toute façon, la loi de Fourier, elle peut être utilisée de deux manières différentes. Donc je vais écrire, supposons que nous avons une densité de flux ou l'influx de chaleur dans une seule direction X. Elle peut être utilisée telle qu'elle, c'est-à-dire je connais T de X, ensuite je dérive, je calcule mon flux de chaleur. Je ne connais pas T de X, mais je connais T aux frontières. Je peux l'utiliser en intégrant, à condition que le flux soit constant. Si le flux est constant, on intègre comme ceci. Par exemple, vous avez un mur, le mur de tout à l'heure, on intègre entre l'extrémité gauche 0, l'extrémité droite x égale à L, et à gauche, c'est-à-dire la surface qui se trouve en 0, elle se trouve à la température T1, et la surface qui se trouve à droite, c'est-à-dire x égale à L, elle se trouve à la température T2. Ça vous permet d'obtenir l'expression du flux de chaleur. Donc la loi de Fourier peut être utilisée en dérivant, et elle peut être utilisée en intégrant. Donc, seulement, l'intégrale ne peut être utilisée que si le flux est constant, parce que s'il n'est pas constant, il reste à l'intérieur de l'intégrale. On ne sait pas comment il varie en fonction de x ou en fonction de t. Ça, c'est un cas très très simple. Mais vous pouvez avoir des cas compliqués. Il est impossible, la loi de Fourier ne peut pas vous donner la température.
Donc elle ne peut pas vous permettre de calculer le flux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait appel à ce qu'on appelle des équations d'échange. Et ces équations d'échange, j'en ai parlé l'année passée, c'est des équations qui sont basées sur les lois de conservation. Et en transfert de chaleur, la loi de conservation qui nous intéresse, c'est la loi de conservation de l'énergie, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique. Donc je vais appeler ça équation générale de la conduction. Donc paragraphe 2. La paragraphe 3, pardon. Générale de la conduction. Bien sûr, on appelle ça une équation d'échange. Parce qu'il existe aussi équation pour le transfert de matière, équation d'échange pour le transfert de matière, équation d'échange pour le transfert de quantité de mouvement. Et elles sont toutes basées sur les lois de conservation. Bon, comme on s'intéresse qu'à la conduction dans ce chapitre, donc on va éviter les difficultés, on va pas travailler avec des fluides, parce que dans les fluides, il y a forcément mouvement. Et s'il y a mouvement, c'est la mécanique du fluide qui intervient, et vous aurez donc des équations très compliquées, donc, qui font appel donc, à la mécanique du fluide et au bilan de chaleur, l'équation de conservation de l'énergie. Donc, on va prendre comme élément, ou bien comme milieu, un solide. Un solide, on est tranquille, il n'y a pas de mouvement de fluide. Donc forcément, à l'intérieur, si de la transfert de chaleur à l'intérieur, il ne se fait que par conduction. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit dans le code, donc vous l'avez entre vos mains. La loi de Fourier ne permet de calculer le flux de chaleur ou les températures que dans des cas très particuliers. Cas où le flux de chaleur, par exemple, est constant. À cet effet, qu'est-ce qu'on fait? Il faut établir une équation d'échange de chaleur. Donc, pour cela, et afin de simplifier, comme je viens de le dire, puisqu'on étudie la conduction, eh bien, on va travailler avec un milieu solide. Le milieu solide, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, immobile, donc il n'y a pas de mouvement de fluide. De conductivité thermique, lambda. Donc, on va considérer un milieu, un bon milieu, dans lequel il y a une température qui varie. Donc, vous avez un problème, donc une température qui varie en fonction de X, de Z et de T. Donc, forcément, vous avez un flux de chaleur qui va traverser ce milieu. Supposons que ce flux de chaleur a la direction suivante. Bon, si je travaille avec la densité de flux, donc là aussi, fonction des gaz. Donc, il y a un flux de chaleur qui traverse le milieu comme ceci. Donc, comment faire pour obtenir cette équation d'échange? Eh bien, pour obtenir les équations d'échange, toutes les équations d'échange, il faut passer par l'équation de conservation qu'on va appliquer, non pas à tout le milieu, c'est-à-dire tout le volume, mais à un volume minuscule à l'intérieur de ce milieu. C'est-à-dire, comme ça, on va utiliser X. Donc on va, à l'intérieur, on va se passer à une position X, Y, Z, etc. On va considérer une petite surface à laquelle on va appliquer la loi de conservation. On peut l'appliquer à la loi de conservation pour l'ensemble, mais on n'obtiendra pas des informations qui vont nous donner T de X, de Y, de Z et de T. Donc il faut toujours passer par le microscopique. Exemple, si vous êtes en mécanique, vous voulez calculer X. X en fonction du temps. Vous avez un véhicule qui se déplace. Qui se déplace avec une vitesse qui n'est pas constante. Comment trouver X? Eh bien, c'est très simple. On se place sur l'axe des temps et on va travailler entre T et T plus dt. C'est-à-dire un intervalle de temps minuscule. On ira toujours vers le minuscule. Parce qu'avec les éléments minuscules, on obtient des éléments différentiels, des équations différentielles qu'on pourra intégrer. Et pourquoi différentielles? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc si je suis ici, donc
dt et t plus dt. À l'adapter, j'occupe quelle position? J'occupe la position x de t. À la date t plus dt, j'occupe quelle position? J'occupe la position x de t plus dt. Et on a montré tout à l'heure que si vous faites la différence, vous allez trouver dx. Puisque vous allez trouver, vous faites la différence, vous allez trouver dx sur dt fois dt. On simplifie dt, il restera dx. Donc il s'est écoulé combien de temps? Ici, il s'est écoulé dt. On a parcouru combien de distance? dx. Donc, ça veut dire que dx ici est égal à v fois dt. Et quel v, s'il vous plaît, comme la vitesse est variable, c'est la vitesse à cette date. La date, elle est c'est quoi? C'est soit t plus dt, soit la moyenne. Mais comme dt est très petit comparé à t, donc on va considérer comme si c'était vrai, entre l'instant et t plus dt. Il y a tellement l'intervalle de temps est tellement petit qu'on va supposer que dans cet intervalle de temps, la vitesse est restée constante. Mais c'est un varie en fonction de t. Comme le t n'a pas bougé de beaucoup, donc la vitesse est restée constante. Si la vitesse est restée constante, donc je multiplie la vitesse par le temps pour trouver les déplacements. Donc on obtient l'équation différentielle. dx égale v fois dt. Par contre, si on utilise, comme on dit sur le C1, vous allez me dire x égale v fois t. Donc on multiplie directement la vitesse par le temps et on a la distance. Ceci n'est vrai que si la vitesse est constante. Par contre, si vous travaillez avec des éléments différentiels, vous êtes sûr d'appliquer la loi sans problème. On multiplie la vitesse par le temps pour trouver la distance parcourue. D'accord? Et vous obtenez quoi qui est valable tout le temps. Tout le monde sait que v c'est dx sur dt et non pas x sur t. X sur t c'est un cas particulier. Donc on va faire la même chose ici. On va considérer, puisqu'on a un phénomène tridimensionnel, on va considérer un volume tridimensionnel à l'intérieur de notre volume. Donc on va considérer un volume ici. Voilà. dV. Donc on considère un volume dV à l'intérieur de notre domaine. Ce sera forcément, si on travaille en données cartésiennes, dx, dy, dz. Et à cet élément, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Donc, appliquant le premier principe de la thermodynamique, je vais l'écrire A, dV. Donc, notre système, c'est dV. On appelle ça un volume de contrôle. Qu'est-ce qu'il dit, le premier principe? Le premier principe que vous avez appris, c'est delta U égale delta Q plus delta W. Donc si on était dans un fluide qui circule avec un système qui n'est pas fermé, c'est-à-dire un fluide qui rentre, qui sort en diagramme, là, on utilise à la place de delta U, on va ajouter, à delta U, on va ajouter l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique et la variation d'énergie potentielle. Et comme on est dans un solide, on s'arrête ici. On peut appliquer ce même principe en utilisant des différentiels. dU égale dQ plus dW. Énergie égale énergie plus énergie. Et on peut également appliquer flux d'énergie. Flux. Donc en divisant tout le monde par dt. Et c'est ce qu'on va utiliser, parce qu'on travaille avec des flux. Donc, variation d'énergie interne, ça c'est quoi? C'est la quantité de chaleur reçue par le système, et ça c'est le travail reçu par le système, qui s'exerce sur le système. Quand on divise par U, ça devient des puissances. Ça devient ici flux, variation d'énergie interne de notre système, et notre système, n'oublions pas, c'est ce petit volume. Égal, là ça devient un flux de chaleur. C'était chaleur, flux de chaleur. C'est le flux de chaleur reçu par ce petit système, plus la puissance des forces extérieures qui s'exercent sur ce système. Bon, comme nous avons affaire à un solide, je l'ai dit tout à l'heure,
W sur dt, c'est la puissance des forces extérieures qui s'exercent sur notre élément dv, eh bien, solide, nous avons affaire à un solide qui est en équilibre, ne bouge pas. Ça va être notre solide, s'il y a des forces, il y a le point, il est annulé par la réaction, c'est tout ce qu'il y a. Donc, solide en équilibre, ce qui veut dire pas de force. Donc, force égale 0, et donc dw sur dt égale à 0. Il n'y a pas de force. Généralement, on trouve ces forces-là surtout dans les cas des fluides, gaz ou liquide. Force de pression, etc., les frottements, et tout ce qui s'ensuit. Et même le poids, parfois, quand vous avez les mouvements verticaux. Bon, donc, qu'est-ce qui va rester? dq sur dt égale dq sur dt. Qu'est-ce que c'est dq sur dt? On vous a appris, c'est flux de chaleur, la quantité de chaleur reçue par le système. Moi, je préfère rajouter flux de chaleur net reçu par le système. C'est-à-dire, dans notre cas, par l'élément dV. C'est ça notre système. Qu'est-ce que ça veut dire flux de chaleur net? Eh bien, dans un système, que ce soit votre élément dV ou n'importe quoi, il reçoit de la chaleur, mais il perd par ce côté. Si un système reçoit, on n'aura que la flux de chaleur qui rentre. Mais c'est possible que vous avez un système côté gauche, il reçoit de la chaleur, elle rentre par là. Côté droit, il perd de la chaleur. Or, vous avez appris en thermodynamique que lorsque la chaleur est reçue, elle est notée positivement, lorsqu'elle est perdue, elle est notée négativement. Et si elle est deux, eh bien on fait la somme. L'une positive et l'autre négative. C'est ce qu'on appelle flux de chaleur entrant moins flux de chaleur sortant. Donc c'est ça, flux net. Plus, j'ajouterai flux de chaleur dû aux sources internes s'il existe. Donc je ne sais pas si je l'ai écrit ici. Certainement je l'ai écrit. dq sur dt. Donc ce dq sur dt égale un flux de chaleur entrant moins un flux de chaleur sortant, enfin je mets qui sort du système, bien sûr, sortant, plus le flux de chaleur qui est dû à des sources. Qu'est-ce que ça veut dire les sources? Même là. Donc il y a quelque chose à l'intérieur du système qui peut produire de la chaleur. Je vous donne un exemple. Si notre système était un fil électrique, or un fil électrique, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, ce sont ces électrons qui se déplacent. On est d'accord? Il y chauffe par effet Joule. Et donc, la chaleur, elle vient de lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle une source interne. Vous avez également ce qu'on appelle les réactions chimiques. Si vous êtes par exemple dans un fluide, il y a une réaction chimique. Eh bien, une réaction chimique, elle peut être exothermique, endothermique. Exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur. Ou bien, elle consomme de la chaleur. Et donc, c'est une source. Si elle consomme, c'est une source négative. Si elle produit, c'est une source positive. Vous avez également des réactions nucléaires qui produisent de la chaleur, même beaucoup de chaleur. Donc c'est une source interne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme les micro-ondes? Comment on chauffe un liquide? On le place dans un champ d'ondes, les micro-ondes, elles vont agiter des particules, elles vont s'agiter tellement vite qu'elles vont chauffer. Et donc on l'a chauffé, on le chauffe par lui-même. Mais les ondes, ce n'est pas des particules qui rentrent. Mais je mets dedans. D'accord? Donc, on peut avoir des choses internes. Donc, finalement, le flux de chaleur net reçu par le système, c'est plus longtemps, plus le flux des sources. Et on verra tout à l'heure que le flux d'énergie interne, il peut être égal à 0 si on a un régime stationnaire. Puisqu'on est dans un solide, il suffit d'avoir un régime stationnaire, vous aurez ceci égal à 0. Ça veut dire dq sur dt égal à 0. Ça veut dire tout simplement flux entrant, flux sortant, plus le flux des sources égal à 0. Bon, donc on a dit tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un schéma. Et ce schéma, pour le faire, je vais tout simplement arrêter la vidéo pour gagner du temps.
Voilà, donc j'ai reproduit le schéma que vous avez sur votre cours à la page 4. Donc, j'ai repris l'élément dv, donc de dimension dx, dy, dz. Quand j'écris dx, dy, dz, forcément il y a un axe des x, un axe des y et l'axe des z. Donc dx, forcément est parallèle à l'axe des x, y, dy est parallèle à l'axe des y, et le z, dz, ça c'est des z, parallèle à l'axe des z. Donc, cet élément-là, donc l'élément ici, cette arête-là, c'est dx. Ça c'est dy et ça c'est dz. Et bien sûr, pourquoi un axe? Les axes. Le système d'axes permet de trouver où se trouve dx, où se trouve dy, où se trouve dz, mais permet de situer l'élément carnal, dd, dans l'espace. Donc dans l'espace, il est situé où? Par exemple, je vais prendre ce point-là comme référence. Ce point-là, il a pour coordonnées x, y, z. Donc l'abscisse de ce point, c'est z. Pour obtenir z, bien sûr, on projette l'élément carnal sur le point x, y. Voilà la projection interne. Donc vous aurez le x, vous aurez le y à ce point. Et si vous voulez le z, vous allez aller jusque là. Ensuite, vous faites ça. Vous avez le z. Donc ce point, c'est la coordonnée x, y, z. Ce point-là, il a quelles coordonnées? Qu'est-ce qui a changé quand je me déplace comme ça? Le z n'a pas changé. Y n'a pas changé. C'est uniquement le x. Je me suis déplacé dans la direction. Donc ce point-là, c'est la coordonnée x plus dx. Virgule y, virgule z. Et ce dernier point, par exemple, qui se trouve là, il a quelle coordonnée? La coordonnée x plus dx, y plus dy, z plus dz. Donc il a tout a été modifié. Si je prends celui-là, c'est x et z qui ont changé. C'est-à-dire, ce point-là, il a pour coordonnée x plus dx, y, z plus dz, etc. C'est pas difficile. Bon, maintenant, on s'intéresse à la densité de flux. La densité de flux, c'est un vecteur qui dépend de l'espace et du temps. Donc la densité de flux est un vecteur, donc il possède trois composantes. Qx, Qy, Qz. Donc pour exprimer le flux de chaleur entrant, le flux de chaleur sortant, le flux de chaleur entrant, pardon, le flux de chaleur sortant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de décomposer les vecteurs en ces trois composantes et on travaille avec les trois composantes et non pas avec le vecteur. C'est plus compliqué avec le vecteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà notre volume, élément, hein, donc dz, dx, dy. Eh bien, le flux de chaleur entrant, on va faire la somme des trois flux entrants. Le flux qui rentre dans la direction x, ben ici, c'est avec Qx. Le flux qui rentre dans la direction y, il rentre avec Qy. Et le flux qui rentre dans la direction z, avec Qz. La même chose pour la sortie. Le flux qui sort dans la direction x, moins le flux qui sort dans la direction z, et le flux qui sort dans la direction y. C'est-à-dire que vous avez un vecteur, densité de flux, qui arrive dans n'importe quelle direction. Mais, quand il arrive comme ça, il va rentrer par cette surface, par cette surface, et par cette surface, et il va sortir par quelle surface? Les surfaces qui sont en face, c'est-à-dire celle de haut, celle de droite, et celle qui se trouve au fond. Bon, on va faire la somme. Comment faire la somme? On connaît la relation qui existe entre le flux et la densité de flux. C'est la surface. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, flux entrant. Donc, je vais représenter les trois flux. Regardez, les trois flux. Donc, celui-là, c'est Qx. Celui-là, c'est Qz. Et celui qui arrive comme ça, c'est Qy. D'accord? Le Qy, attention, qui dépend de x, de y, de z. Parce que sa valeur ici n'a pas la même valeur à droite, par exemple. Donc, flux de chaleur entrant. J'écris Q entrant. Q entrant, pardon. Égal.
il va traverser quelle surface? Il va traverser cette surface. Je vais la représenter en vert. Je vais la assurer. Il traverse cette surface, perpendiculairement. D'accord? Quand on suit la direction Y, qu'est-ce qu'on va trouver en face, la surface? Des Z, des X, des Y. Hein? D'ailleurs, dans un repère orthonormé, vous avez les trois axes sont perpendiculaires entre eux. Donc, qu'est-ce qui est perpendiculaire à X? C'est les deux autres, Y et Z. Qu'est-ce qui est perpendiculaire à Y? C'est les deux autres, c'est-à-dire X et Z, etc. Donc, si vous entrez avec QX, vous allez rencontrer cette surface qui sera perpendiculaire et on va utiliser tout ceci. Donc, on va écrire QX. Je vais mettre une parenthèse que je vais laisser, je vais mettre tout à l'heure. Et, plutôt je vais mettre tout de suite, quand Q dépend de X, de Y et de Z. Nous sommes à l'entrée. À l'entrée, nous sommes en X, Y, Z et T. T ne change pas de toute façon. On travaille à une date T fixée. Que multiplié par quelle surface? DY, DZ. Donc ça, c'est le DS qui est perpendiculaire à QX. Ce que j'ai achevé en vert. Je vais ajouter le flux de chaleur qui rentre dans la direction Y. Pareil, XY, ZT que multiplie DX, DZ, plus enfin QZ de X, Y, Z, T que multiplie DX, DY. Ça c'est le flux rentrant. Maintenant je vais écrire le flux sortant qui sort de mon domaine. Pardon, j'ai oublié une chose très importante ici, X. Parce que les indices ici, X, Y, nous donnent la composante suivant X, et entre parenthèses, c'est la position, le mécanisme. Donc, ce qui sort dans la direction Q de X, quand je suis rentré dans la direction X, je trouvais la porte des Y, des Z. Je continue, j'arrive dans la porte de sortie, la même porte, c'est-à-dire, même surface, des Y, des Z. Mais à la sortie, qu'est-ce qui change entre l'entrée et la sortie? C'est X. Hein? Quand je me déplace suivant X, le Z n'a pas bougé. Le Y non plus, je n'ai pas fait ça. Donc je n'ai fait que ceci, parce que QX n'a pas le droit de faire ça ou ça. QX, il a le droit de faire uniquement X. Donc quand on se déplace suivant X, qu'est-ce qui a bougé? X. À l'entrée, nous sommes entrés maintenant, là, en X, on sort par là, on sort en X plus DX. X plus DX. Le Y n'a pas bougé, le Z n'a pas bougé. La surface, elle est là, des Y, des Z. Plus le flux sortant dans la direction Y, quand on se déplace dans la direction Y, comme ceci, ou comme ceci, X n'a pas bougé, Z non plus. Qu'est-ce qui a bougé? Le Y. Donc X virgule, Y plus DY, virgule Z, virgule T, que multiplie DX, DZ. Plus enfin, le flux sortant dans la direction Z, qu'est-ce qui a bougé là aussi, comme tout à l'heure? C'est uniquement le Z. Je suis monté comme ceci. Donc c'est le Z qui a varié, virgule T, que multiplie DX, DY. Voilà donc le flux entrant et le flux sortant. Je vais faire la différence. Ensuite, je vais m'intéresser au flux de la source. Flux entrant moins flux sortant. Et bien, puisque c'est la même surface, je vais mettre en facteur. QX de X, je ne vais pas mettre égal à parce que je vais mettre que la variable qui change. Moins, qu'est-ce qui a changé? C'est uniquement X, donc X plus DX. Les autres, c'est la même chose. Que multiplie quelle surface? DY, DZ. Bon, je vais effacer de l'autre côté de toute façon. On en a plus besoin. La même chose dans la direction Y, ça va être QY de Y moins QY de Y plus DY que multiplie DX dZ plus QZ de Z moins QZ de Z plus DZ que multiplie DX DY.
Ça ne vous rappelle pas quelque chose tout à l'heure? On a vu ça déjà. Quand on a mis dx, ou dx plus. C'est la dérivée que multiplie dx. Avec un moins. Parce qu'on a commencé par x et on est terminé par x plus dx. Donc la première parenthèse, c'est quoi? C'est moins la dérivée de q par rapport à quoi? Là, nous sommes dans le cas d'une fonction à plusieurs variables. Et là, on a défini l'année passée, vous ne vous rappelez pas peut-être, quand on a une fonction et une seule variable, ça ne pose pas de problème. On écrit f' de x dx. Mais quand on a trois variables, eh bien, il faut préciser par rapport à quelle variable on va dériver. Donc, il s'agit de dérivée partielle, premièrement, et par rapport à la variable qui a changé. Ici, c'est le x. Donc, on dérive par rapport à x. Donc, moins dq. On dérive quoi? On dérive la fonction. Mais quelle fonction? C'est qx. Par rapport à x, il faut toujours ajouter dx. Que multiplie la surface, c'est-à-dire d égale dz. Moins, encore moins, parce qu'il y a moins dqy sur dy fois dy, et j'ajoute la surface qui se trouve à l'intérieur, à l'extérieur de la parenthèse, dx, dz. Et enfin, moins dqz par rapport à z, que multiplie dz, mais dz il doit être 3, ça n'existe pas, un dz à l'autre. D'accord? Il n'existe pas. Ce qui existe, c'est la dérivée. En haut, on va voir des paramètres dérivés partiels. Que multiplie la surface, c'est-à-dire dx, dy. Vous constatez quoi? Qu'à chaque fois, vous avez le volume dx égale dz, dx égale dz, dx égale dz. Donc, ceci, je vais mettre un facteur de volume, dv, et le signe moins. dqx sur dx plus dqy sur dy plus dqz sur dz que multiplie le volume dv, c'est-à-dire dx égale dz. Est-ce que vous avez en parenthèse? Ça ne vous rappelle rien? Certains disent gradient. Ici, ça ne fait pas de gradient. Il s'agit de la divergence du vecteur Q. Le vecteur. Ah. Donc la chaleur qui arrive en ceci. Voilà, donc le flux entrant, le flux sortant et le flux. Le flux entrant moins le flux sortant. Maintenant, je vais m'intéresser au flux de la source, si elle existe. Eh bien, si elle existe, eh bien, le flux de chaleur, on va lui donner une puissance, on va lui inventer une puissance, ou là, une densité volumique de la source. Donc, le flux de la source, je vais l'écrire ici tout seul. Flux source. Donc, c'est quoi la flux source? C'est flux de chaleur dû dû aux sources internes. Une terre, mais je ne peux pas. D'accord? Dû aux sources internes. Donc ce flux de la source, eh bien, on va dire qu'il est égal à Q fois le volume. Et le volume, c'est un dV. Donc ce sera Q dV. Q point. Qu'est-ce que ça veut dire Q point? Faites attention, Q point ne veut pas dire la dérivée ici. C'est une notation comme ça. Eh bien, Q point, c'est densité volumique du flux de chaleur dû aux sources internes. Et donc, n'oublions pas, pour les unités, c'est des watts par mètre cube. C'est une densité volumique. Donc, ça veut dire les sources de chaleur qui se trouvent à l'intérieur, ils produisent. Donc, chaque unité de volume, c'est que le il y a partout cube. Donc, si on veut avoir le flux de chaleur total, on intègre sur le volume
ou bien on multiplie par le volume. Et là, quel est Q quoi constant? Généralement, Q quoi vous le donne constant. S'il est constant, vous multipliez par le volume, vous allez avoir le flux de chaleur de la source. Donc, on revient à notre bilan de chaleur. Je vais effacer le dessin, on n'a plus besoin. Donc, n'ayez pas peur, on ne va pas vous demander tout ça dans un examen, mais au moins pour faire un petit bilan simple, dans une seule direction, x par exemple. Donc, on va avoir, comme on a dit tout à l'heure, dx sur dt. dx sur dt, c'est quoi? C'est, dans le cas d'un solide, ce sera 1 à mon cv dt sur dt, égal aussi à 1 cp dt sur dt. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un solide, dH égale du. Alors, du égale dH. Le dH, c'est 1 cp dt, et à ça, c'est 1 cv dt. Voilà, c'est 1 cp dt. Et comme le cp est égal à cp dans le cas d'un solide, donc ce sera 1 cp dt. Et le F, c'est quoi? C'est une fois le volume. Comme le volume est c'est dt, donc on dérive cp dt sur dt. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir finalement? d sur dt égale dq sur dt égale, on revient, pardon, je vais écrire équivalent. Donc, je remplace le premier, rho dv, dv c'est dx, dy, dz, fois cp, fois dt sur dt égale, de l'autre côté, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure, moins dqx sur dx plus dqy sur dy plus dqz sur dz, je multiplie dx, dy, dz plus q point, flux à la source, dx, dy, dz. Et là, on peut simplifier, puisque vous avez le volume qui est présent partout. Bien sûr, j'ai l'équivalent. Donc ça va nous faire rho cp dt sur dt égale moins divergence q plus q. La dérivée par rapport, la dérivée droite de la température par rapport au temps. Je vous ai montré la dernière année passée, c'est ce qu'on appelle la dérivée particulière. Elle est égale à dérivée partielle par rapport au temps plus vitesse fois gradient de la température. C'est-à-dire que l'opérateur d sur dt il est égal à d sur dt plus v grade. On a montré dans les classes. Si vous mettez v vitesse, vous mettez vitesse ici, vitesse ici, vitesse ici. Là, si vous mettez température, ici température, la température. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée particulière. Elle intervient quand il y a un fluide en mouvement. Comme on est dans un solide, le solide ne bouge pas. Dans notre cas, la vitesse est égale à 0. Donc, on a affaire à un solide qui est mobile, en équilibre, v égale 0. Donc, dans notre cas, dt sur dt est égal à dt sur dt. Ce qui va nous donner rho cp dt sur dt égale moins divergence de q plus q. Attention, q aucune relation. Dans ce type de flux de chaleur, c'est la densité de flux de chaleur de conduction, et ce qu'on appelle à l'intérieur de notre surface. Si on utilise la loi de Fourier, rho cp dt sur dt égale moins divergence, comme c'est la chaleur de conduction, donc c'est bien la loi de Fourier, moins lambda, gradient de la température, plus q. Donc le signe moins va disparaître. Si lambda est constant, c'est souvent le cas,
Cp dt sur dt égale lambda. Divergence de gradient de t, c'est ce qu'on appelle le Laplacien de t. Et on appelle ça l'équation de la convection générale de la convection. Celle-ci aussi, l'équation générale de la convection. Allez, donc le delta, c'est lambda carré, soit divergence, c'est lambda. Lambda de lambda, ça fait lambda carré, qu'on appelle delta. Et donc il est égal, si on travaille en coordonnées cartésiennes, c'est la somme des trois dérivés secondes par rapport aux trois variables, espace. Voilà. Donc nous avons obtenu une équation au dérivé partiel qui nous permet, dans un problème de transfert de charge de conduction, d'obtenir t de x de égal de z et de t. Il suffit de résoudre cette équation. Seulement, il y a plusieurs variables. Dans le meilleur des cas, vous aurez une seule variable d'espace, c'est-à-dire dérivée seconde par rapport à x ici, et vous avez le temps ici. Deux variables, c'est un petit peu compliqué pour vous, les équations dérivées partielles. Mais ne vous en faites pas, dans les deux premiers chapitres, on aura un régime stationnaire. Lorsque le régime est stationnaire, le dt sur dt est supprimé, donc vous aurez 0 égale lambda Laplacien de t plus q point. Et donc j'avertis les étudiants qu'ils fassent attention, parce que certains étudiants, ce delta t, pour eux c'est une différence de température. Ils vont m'écrire delta t égale t1 moins t2. C'est l'opérateur Laplacien. Dérivé seconde, faites très très attention. Donc, en régime, si le régime est stationnaire, au permanent, ce qui veut dire que d sur dt égale 0, et bien vous aurez 0 égale lambda Laplacien de t plus q point. Donc si vous voulez résoudre l'équation, si vous avez q point constant, et bien vous avez la dérivée delta t égale moins q point sur lambda. Et nous aurons des exercices avec ça dans la série 1, donc les deux et la série 2. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va voir des cas particuliers, si on a le temps. Je vais voir si la vidéo est terminée. Quand c'est des équations au dérivé partiel, ou bien équations différentielles, on aura besoin de quoi? On aura besoin de conditions initiales et aux limites. Parce qu'une équation différentielle, qu'est-ce qu'on fait dans une équation différentielle? On l'intègre, qu'elle soit différentielle ou bien au dérivé partiel. Quelle est la différence? Une équation au dérivé partiel, c'est lorsqu'il y a plus d'une variable. Deux variables peuvent avoir. Par contre, une équation différentielle, c'est une seule variable. Par exemple, si q point est constant, donc vous aurez, par exemple, la dérivée seconde, vous aurez d de t sur d sur 2 égale moins q point sur lambda. Si c'est constant. Et si on a une seule variable, eh bien ceci est égal à d de t sur d sur 2 égale moins q point sur lambda. Donc vous intégrez ceci deux fois, vous allez trouver t de x. Donc vous allez trouver la température n'importe quelle position. Connaissant la température, vous pouvez calculer le flux que vous voulez. Si le flux est constant, vous pouvez calculer le flux qui traverse le mur. Si le flux n'est pas constant, on va vous dire